Patrick de la Salle, qui va nous parler des grands messages de l'année 2021 en hépato. Bon, aujourd'hui, j'ai mis les lunettes. C'est pour la houle. Bon, je vous remercie de m'avoir convié de nouveau à parler des grands messages de l'année 2021. En sachant que j'ai un petit souci parce que j'avais des codes INSERM, j'avais accès à toutes les revues et il faut que je retrouve des codes parce que là, j'ai pas accès à toutes les revues en ce moment. Alors, j'ai commencé par l'alcool. Revenons à nos premières amours, donc l'alcool. Donc, quand on voit un patient qui est alcoolique, on veut savoir un petit peu quel est son pronostic. Et moi, j'aime bien les études qui sont faites dans les pays nordiques parce qu'ils sont rigoureux, ils ont l'habitude, ils enregistrent tout. Et là, on a une cohorte prospective sur plus de 460 patients qui ont une consommation importante d'alcool. Et à J0, ils ont tous une PBH. Ils ont eu de nombreux tests de fibrose. Ils ont eu un fibroscan. Et dans ces tests de fibrose, ils ont eu le score ELF. Alors vous voyez, donc cette étude, elle a duré plus de 7 ans. Donc c'est une cohorte prospective. Et on voit de manière évidente la différence entre ces trois groupes. Mais les F0, F1, vous avez la courbe du haut. Je ne sais pas si on peut... Bon. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de pointeur. Ouais. La courbe du haut, donc, vous avez donc l'espérance de vie qui est quasiment similaire à la population générale, sachant que j'ai pas de référentiel sur la population générale. Vous avez le F2, 10,15 kPa avec une baisse importante d'espérance de vie et surtout les F3, F4. Alors F3, F4 c'était évident sur la fibrose, mais là on a le fibroscan supérieur à 15 et le ELF supérieur à 10,5. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les autres marqueurs qui ont été faits, le FIB4, etc., ne ressortaient pas. Donc on a, alors on peut toujours faire une PBH, mais on a surtout le fibroscan et on a vraiment une idée claire sur l'évolution de nos malades dans le temps. Alors, cirrhose et CHC, alors il y a énormément de papiers actuellement sur le CHC. Je vous ai fait grâce de l'ensemble des phases 1, 2. Il y a une profusion de traitements sur le CHC à l'heure actuelle. Mais je commence par la cirrhose avec quelque chose qui est très simple. Si vous avez des patients qui chutent, mais cette chute, elle est corrélée à l'espérance de vie du patient. Alors naturellement, c'était une étude prospective sur près de 300 patients. Ils avaient naturellement éliminé les patients qui avaient une encéphalopathie, mais des patients qui chutent, danger. Vous avez des patients qui sont beaucoup plus graves. Donc notez bien ces patients, suivez-les de manière plus précise. Il y a un risque de mortalité qui est supérieur. Alors il y a un papier dans J-Hépatol sur la position de l'isole sur les traitements du carcinome hépatocellulaire. Pour ceux qui s'intéressent au CHC, je vous invite à lire ce papier. Vous avez tous les résultats de toutes les études et toutes les molécules actuelles. Donc là, j'ai fait simple. Vous avez donc la première ligne avec atezolizumab. Pour les patients qui sont contre-indiqués à la atezolizumab, il nous reste le vieux sorafenib et le lenvatinib, et vous avez les traitements de seconde ligne. Voilà actuellement les traitements, mais comme je le dis à l'heure actuelle, mis à part ceux qui ont une compétence en cancérologie, je pense que les hépatologues qui n'ont pas de compétence sont en train de perdre les CHC. Il faut qu'on réfléchisse à ça pour que on puisse mieux travailler, je pense, avec nos cancérologues. Et moi, même si les cancérologues sont super, ils n'ont pas très bien compris qu'il fallait qu'on suive de manière coordonnée ces patients cirrhotiques qui n'ont pas que le CHC, avec quand même des résultats qui sont fabuleux de l'atezolizumab. Alors, imagerie. Alors, la surveillance semestrielle, je ne vais pas vous apprendre, la surveillance semestrielle des cirrhoses est tout à fait obligatoire et a démontré
son efficacité pour découvrir des patients qui étaient traitables, des petits CHC traitables, mais on se rend compte quand même que l'échographie, il y a 26% de lésions qui sont manquées par l'échographie et 11% de CHC. Là, c'est un travail présenté à la SLD cette année. Et il y a énormément de travaux sur l'IRM. Alors, on peut pas faire des IRM à tous les patients tous les 6 mois, c'est tout à fait impossible. Par contre, dans cette étude, ils ont comparé l'IRM classique avec une fast IRM, c'est-à-dire une IRM qui dure quelques minutes, sans injection, sans préparation, et on arrive à des résultats tout à fait équivalents. Et il y a une étude qui démarre actuellement en France sur ce sujet-là, où notre groupe du reste va participer. Alors, on fait beaucoup d'échographie de contraste en écho-endoscopie. Je ne sais pas si ceux qui font de l'écho, ils font de l'écho de contraste. Qui fait de l'écho de contraste ici? Levez la main. Bon, personne. Ah, une main, voilà. En fait, je pense que ça peut être intéressant dans la surveillance des patients qui ont eu un cancer du côlon au stade de T3, T4, et vous voyez dans cette étude, en haut vous voyez avec l'échographie de contraste le tout petit nodule de métastatique, et en bas l'image d'un angiome tout à fait banal, et en fait vous allez retrouver 4% de métastases hépatiques supplémentaires par rapport à des échographies ou un scanner. Et en pratique, le nombre nécessaire pour dépister ou détecter une méta supplémentaire était de 24. Alors, naturellement, là, on a exclu l'IRM. Si vous faites une IRM, vous arrivez probablement aux résultats similaires, mais si on a des problèmes d'accès à l'IRM, ça peut être quelque chose d'intéressant en fonction des soucis locaux. Alors la cholestase, on vient d'en parler avec Bertrand. La cholestase gravidique, en fait, ce qui était pour moi une notion que je n'avais pas, vous pouvez tout à fait avoir une atteinte cardiaque chez le fœtus. Il y a des résultats normaux que l'on trouve au niveau du fœtus, un atteint Val-PR, variabilité de la fréquence cardiaque et du niveau de pro-BNP. Et le degré d'anomalie était associé au taux sérique d'acide biliaire. Et en pratique, l'AUDC va améliorer ces problèmes-là et baisser le risque chez l'enfant, donc diagnostiquer les cholestases gravidiques et les traiter par l'UDC, et ça protégera l'enfant. Alors l'hépatite auto-immune, donc c'est pas un travail sur l'HAI, c'est un travail dans gastroentérologie sur des patientes qui étaient enceintes, 1490 patients qui étaient enceintes, c'est dans les maladies inflammatoires coliques, avec 1431 fœtus. Et c'est des patientes qui étaient toutes sous Immurel, sous thiopurine, et ils ont bien regardé s'il y avait des risques chez l'enfant. Il n'y a pas de risque de malformation congénitale, pas de risque d'accouchement avant le terme, il n'y a pas de risque au niveau du poids, pas de modification du poids par rapport à des poussées inflammatoires. Donc pour nos patientes qui sont sous Immurel dans le cas d'HAI, il n'y a pas de souci. Continuez les traitements. Alors, hépatite C, n'oublions pas l'hépatite C. Il reste quelques patients qui vont résister au Vexillaplérévir, Velpatasvir, Sofosbuvir, donc des traitements de secours. Donc il a fallu qu'il y ait énormément un groupe énorme qui se mette en place pour pouvoir recueillir quelques patients qui résistent. Naturellement, ces patients qui ont résisté, souvent, ça va être des génotypes 1 ou des génotypes 3, avec souvent une cirrhose, et des patients qui ont un CHC.
La majorité des patients dans cet article ont reçu JP et SOF plus ou moins ribavirine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'association avec des mutations. Donc on sait bien maintenant qu'il n'y a pas d'association entre les mutations et les résistances au traitement. Et le traitement de secours a été efficace chez 80% des patients. Donc des patients tout à fait exceptionnels qui résistent au traitement. Donc l'hépatite C, on arrive à guérir tout le monde, surtout il faut quand même les dépister. Continuons à les dépister. Alors là, dans l'hépatite C aiguë, donc on essaye de raccourcir les traitements de plus en plus. Donc c'était un traitement Sophos Velpa, 12 semaines contre 6 semaines. Et en fait, l'étude a été arrêtée en cours puisqu'ils avaient des rechutes qui étaient beaucoup plus fréquentes chez les patients qui avaient 6 semaines de traitement par rapport à 12 semaines de traitement. Donc on peut réduire les durées de traitement, mais il ne faut pas aller trop loin. Alors hypertension portale, moi j'aime bien le carvedilol, qui est associé, et dans cette étude, qui est une étude prospective sur près de 8 ans, qui a été comparée à des patients qui ont des ligatures de varices œsophagiennes. Sur 152 patients, on a montré qu'il y a une augmentation de la survie par rapport aux ligatures de varices œsophagiennes. Donc ça c'est assez intéressant, on a une augmentation de la survie chez les patients sous ce bêta-bloquant, ça s'appelle le Credex, hein, et ils avaient une dose de 6,5 à 12,5 mg par jour. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent très bien cette étude. C'était une de multicentrique française qui avait été présentée par Christophe Bureau. C'est la rifaximine dans les patients qui vont avoir un TIPS qui va être mis en place en dehors des patients aigus, et on met 600 mg 2 fois par jour. En fait, c'est 550 2 fois chez nous. Là, c'est dans l'étude, c'était 600 mg 2 fois. On le met 15 jours avant la mise en place du TIPS, et on poursuit pendant 6 mois. Petite anecdote, un patient là qui devait avoir une résection colique avec une cirrhose avec une grosse hypertension portale. On m'appelle quelques jours avant son intervention, on me dit mais il était en encéphalopathie. En fait, on lui avait pas repris la rifaximine. En reprenant la rifaximine, l'encéphalopathie a régressé très rapidement. C'est un traitement qui est vraiment efficace, et vous voyez, contre placebo, qui a été poursuivi donc pendant 12 mois. Je pense que c'est vraiment une avancée importante. Alors c'est de délivrance hospitalière, mais comme tout gastroentérologue tout hépatogastroentérologue en France sont des hospitaliers, il suffit de mettre le numéro finesse de votre clinique et l'hôpital est obligé de vous délivrer la rifaximine. C'est le Dixtar, hein, le nom. Métabolique NASH. Alors, donc là c'est Le Monde, hein, c'est pas une revue médicale. Il faut vraiment, quand on voit nos patients, qu'on connaisse un petit peu les us et coutumes et les traditions. Il y a un gros problème comme en Afrique. Les femmes font tout pour grossir, en fait pour prendre des fesses. Et en fait, c'est difficile de prendre que des fesses. On prend partout. Donc c'est vraiment un problème carrément de santé publique, où toutes les femmes prennent de nombreux produits pour essayer de grossir, puisqu'elles sont en compétition entre elles souvent avec des hommes qui ont plusieurs femmes. Et donc pour le problème de la NASH, on va se retrouver avec un souci. Et j'avais l'anecdote d'un patient qui était revenu d'Afrique avec son cuisinier. Il a été obligé de licencier son cuisinier parce que son cuisinier africain lui disait mais si vous n'êtes pas gros, c'est que je suis un mauvais cuisinier. Donc il faut vraiment faire attention avec ces coutumes. Alors là, une étude encore des pays nordiques. Donc vous reconnaissez l'Institut Karolinska, donc à Stockholm. C'est lui qui s'occupe des prix Nobel.
Donc ils ont fait une étude sur 8892 Suédois avec une stéatose qui était prouvée par une PBH sans cirrhose. Et ils ont comparé ça après avec 40 000 témoins et ils ont regardé sur plusieurs années le registre national des cancers. Alors il y a une petite augmentation des cancers des patients qui avaient une stéatose par rapport à la population générale, 17%, hein. Un petit peu des pancréas, un petit peu de la vessie, les mélanomes, donc c'était pas énorme. Par contre, au niveau du CHC, c'est énorme. On a 17 fois de plus de CHC. Donc on sait très bien que la stéatose et la NASH, en dehors de la cirrhose, c'est une cause importante de CHC. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation sur la surveillance. Ce que je peux dire à titre personnel, je pense que vos patients F3, surveillez-les, vous êtes quand même à haut risque de CHC. Alors en termes de traitement de la NASH, encore les analogues du GLP-1, donc le sémaglutide dans le New England au mois de mars, 72 semaines de traitement, des NASH prouvés histologiquement, F1, F2, F3, une injection quotidienne, donc le sémaglutide c'est l'Ozempic, et vous avez une efficacité qui est remarquable sur la NASH. Par contre, malheureusement, il n'y a pas d'efficacité sur la fibrose. Alors, est-ce que le traitement était trop court? Est-ce que l'évaluation était trop courte? Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses. Donc là, on a un traitement qui marche sur la NASH, mais sur la fibrose, on a déjà quelque chose, c'est déjà bien, mais pour la fibrose, il faudra attendre. Alors, un article que je trouve vraiment très intéressant dans J-Hepatol, parce qu'effectivement, on voit des quantités énormes de stéatose, mais il faut faire attention, la stéatose n'est pas que l'alcool et syndrome métabolique. Donc, si vous avez des patients qui n'ont pas de syndrome métabolique, qui ont une stéatose, qui sont maigres, même si on peut avoir des stéatoses chez des maigres dans le cadre d'un syndrome métabolique débutant, mais méfiez-vous, vous pourrez avoir d'autres causes. Alors ce matin, vous avez des présentations sur les PBH, et dans ces cas-là, je pense qu'il faut aller jusqu'à la PBH. Vous avez des causes, alors à droite, vous avez des causes médicamenteuses, vous avez l'hypothyroïdie, la maladie de Wilson, le déficit en alpha-antitrypsine, l'hémochromatose, le génotype 3 FGHC, ça vous l'avez fait avant avec la prise de sang, et vous avez beaucoup de maladies rares que j'ai pas le temps de développer, mais méfiez-vous, si vous avez une stéatose sans explication, il faut aller plus loin, et là vous avez un article qui est vraiment très bien fait dans J-Hepatol cette année. Alors VHB, VHE, VHD. Alors vous avez cette année la publication des états généraux de l'hépatite B que je vous invite à lire. Je ne vais pas vous le détailler. Vous savez qu'il y a 0,30% des adultes âgés qui sont porteurs chroniques de l'hépatite B en France. Il y a près de 1300 décès et il y a 27 000 personnes qui bénéficient d'une ALD au titre de l'hépatite B. Alors il y a de multiples enquêtes qui sont vraiment intéressantes, dont celle-ci. Donc on a interrogé des patients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Et regardez sur la droite, la peur de contaminer d'autres personnes, la peur du cancer, l'incertitude sur l'évolution de la maladie. Donc on a des progrès à faire sur l'explication que l'on donne à nos patients. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'hépatite delta. Il y a de multiples papiers dessus. Je vous ai cité un papier français de Dominique Rouleau qui a comparé deux cohortes différentes, la cohorte Cirvir et la cohorte Deltavir. Et vous voyez sur la droite l'incidence des CHC qui est plus importante que les patients qui avaient une cirrhose B. En fait, la cirrhose delta, c'est la cirrhose qui évolue le plus vite et la plus grave si on regarde tous les autres facteurs. Donc, dépistons les patients delta, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'hépatite E, qu'est-ce que j'ai trouvé sur l'hépatite E cette année? En fait, le virus de l'hépatite E se retrouve dans les éjaculats de patients qui ont une hépatite E chronique. Alors on retrouve le virus de l'hépatite E plus de 9 mois après l'infection aiguë. Naturellement, l'hépatite E, comme vous le savez, chronique, c'est des patients immunodéprimés. On ne va pas retrouver l'hépatite E chez les patients immunocompétents. Donc vous voyez un mode de contamination. Alors, quelles sont les révolutions actuelles?
Alors, est-ce que le porc est l'avenir de l'homme et de la femme? J'espère vous donner quelques informations. Vous avez vu récemment dans les journaux, même il y a eu des présentations même télévisées d'un groupe qui a utilisé un porc. Alors c'était un patient qui était dans le coma. Ils ont utilisé des reins de porc, l'ont branché pendant 3 jours, et en fait il s'est pas amélioré sur le plan cérébral puisqu'il était en état de mort cérébrale. C'était à New York, mais ils ont dit voilà, formidable. En fait, d'où ça vient? Il y a quelques années, il y avait eu une transplantation qui avait été effectuée chez une jeune femme avec un foie de porc. Et en fait, il y avait eu un rejet aigu très rapide. Et en fait, on sait maintenant à quoi sont dus ces rejets. Ils sont dus à des glycanes. Et en fait, une société privée a fabriqué des porcs OGM qui ne comportent pas de glycanes. Et on peut imaginer utiliser de nombreux organes de ces porcs, dont le foie. Il y a énormément de papier là-dessus, et c'est une société commerciale qui existe déjà. Alors comment on peut faire des OGM, comment on peut modifier les gènes? C'est CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, le système CRISPR-Cas9, c'est un nouveau système simple, rapide et efficace pour couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Il est constitué d'un ARN guide. Vous voyez en haut l'ARN guide, là, en jaune, qui cible une séquence d'ADN particulière. Donc vous pouvez très bien cibler la séquence que vous voulez couper, et associé à une enzyme, c'est une endonucléase Cas9, qui, comme des ciseaux moléculaires, coupe l'ADN, et vous avez de multiples possibilités. Vous pouvez bloquer un gène, vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter un gène. Alors tout ça, c'est le prix Nobel de chimie 2020, avec une Française, Emmanuelle Charpentier, et Jennifer Doudna, qui est une Américaine. Donc vous voyez, c'est tout récent. Vous dites, bon, tout ça c'est de la science, en fait c'est toutes les manipulations pour les OGM, mais on est déjà passé chez l'homme. Là c'est le New England récent. Vous avez 6 patients qui avaient une amylose héréditaire. Peu d'effets, on a mis donc CRISPR-Cas9 dans des nanoparticules, on leur a injecté par perfusion. Vous voyez les nanoparticules qui passent petit à petit dans les différentes membranes et qui arrivent au niveau du foie. Et vous avez Cas9 qui va bloquer le gène qui produit les protéines qui vont s'accumuler dans l'amylose. En fait, il y a peu d'effets secondaires, et les premiers résultats montrent une baisse très significative de la protéine transérythréine, parce que c'était des patients qui présentaient donc cette amylose héréditaire avec une accumulation de protéines. Donc demain, c'est déjà aujourd'hui. Et donc il y a eu en 2018, c'est les premiers cochons créés par manipulation génétique en Chine, et je pense qu'après ils sont passés au coronavirus. Je vous remercie. Merci beaucoup Patrick.